Bonjour, c'est Macadéran de la Gazette de Rennes-la-Château. Je suis au Jardin de Marie, à Rennes-la-Château, donc, du coup, et avec Eridan d'Astor. Oui. Rebonjour, ça fait longtemps. Bonjour Mike, ça fait toujours un plaisir de te revoir. Et moi aussi, avec plaisir. Et de venir à Rennes-le-Château, dans le Razès, de revoir nos amis chercheurs, écrivains, et assister aux conférences, etc. C'est toujours un plaisir. Alors, tu fais une conférence justement dans le cadre de site de conférence organisé par Jean-Patrick Portal sur Cotignac sacré. Voilà, sur le Var. Oui. On rappelle que le Var, le miroir de l'Aude, c'est son appellation, la maxime. Oui, alors je dis toujours le Var est le miroir de l'Aude et la vérité ne se fera pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est une sorte de complémentarité qui est entre deux régions. Oui, je remercie Jean-Patrick Portal pour l'organisation de ces conférences. Bon, effectivement, tu as bien fait de me rappeler, je devais venir ici demain, on ne sait jamais. Oui, alors, Cotignac secret sacré. Cotignac secret sacré, c'est un petit livret qui est un support de conférence en fait. Je ne prétends pas écrivain, mais plutôt conférencier pour exposer un peu ce que nous faisons, enfin ce que je fais, plus particulièrement dans le Var et sur la Provence. Alors Cotignac, très brièvement, c'est le seul lieu au monde où il y a eu autant d'apparitions simultanées. Il y a eu la Sainte Vierge avec l'enfant, Saint-Michel, c'est quand même important. Il y a eu Sainte-Catherine d'Alexandrie, Saint-Bernard de Clairvaux. Et quand on regarde bien, c'est quelques saints qui sont quand même liés aux Templiers. La plupart, on les retrouve soit sur des graffitis, dans des églises qui étaient connues par les Templiers. Le Clairvaux même est lié aux archimètres de la résurgence. Absolument, c'est lui qui aurait rédigé la règle des Templiers, donc c'est quand même assez important. Et un peu plus loin, à 3 km de là, c'est toujours sur Cotignac, il y a le monastère Saint-Joseph, où Saint-Joseph est apparu aussi. Voilà. Donc en fait, c'est énorme comme apparition en un seul lieu. Alors il y a une apparition que tu as oubliée, c'est Jodassin. Oui, voilà. C'est la dernière. C'est un peu grâce à Jodassin que Cotignac est devenu moins célèbre que Saint-Tropez, mais disons que c'était un peu la jet set du cœur du Var, on va dire, de la Provence verte. Alors, ce qui est important, c'est pas le fait de la religion, c'est un peu comme ici, Rennes-le-Château. Bon, l'église elle est immanquable, Marie-Madeleine est immanquable. Le problème, c'est que je connais Cotignac depuis très longtemps. Et je savais qu'il y avait un genre de cave, un endroit, presque sous l'église, qui était délabré, noirci, avec des chaises cassées, des tritus que l'on balançait dans cette cave. On appelle ça chez nous un cafouche. C'est un endroit où on met un peu de tout. Et je savais, avec très peu de personnes, qu'elle était dédiée à Marie-Madeleine, mais je n'avais jamais eu la preuve exacte. Parce que quand j'allais voir le curé qui était au-dessus dans l'église, il me dit « Ah non, on ne sait pas, on ne connaît pas ». Et dernièrement, suite à 2016, le pape François qui a reconnu officiellement Marie-Madeleine, apôtre, etc. Et il y a eu aussi le 500e anniversaire des apparitions en 2019. Ils ont rénové cette cave qui est devenue une crypte dédiée à Sainte Marie-Madeleine. Maintenant, elle est magnifique, elle est toute propre, il y a un escalier avec des éclairages, enfin, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc cet événement prouve bien que jusqu'à nos jours, jusqu'au pape François, Marie-Madeleine est restée cachée dans l'obscurité. Et j'appelle ce chapitre, dans ce livre, il n'y a pas que ça bien sûr, la résurrection historique de Marie-Madeleine. Et là c'est une preuve que vraiment elle était cachée et qu'elle est devenue maintenant en plein jour. D'accord. Ensuite, je fais une comparaison aussi avec le beau sang, le drapeau des Templiers qui était blanc et noir.
Parce qu'à cet endroit, vous avez deux saintes, Marie, Marie qui est en pleine lumière dans le blanc en haut, et Marie-Madeleine qui est dans l'athanor, dans l'humus qui est sombre, où les choses sont en gestation, en devenir. Voilà. Et c'est une complémentarité qu'il y a entre les deux Maries et que l'on retrouve aussi chez les Templiers. D'ailleurs, le meilleur Templier d'Argile, il parlait souvent du beau sang dans les textes ésotériques. Ouais, donc il faut apprécier un peu cette complémentarité parce que souvent on dit oui c'est une dualité. Je dis, il y a une dualité, c'est vrai, mais c'est pas de véritable opposition. L'un ne va pas sans l'autre. Alors il y a une pierre sculptée particulière aussi qui fait référence un peu à l'Arche d'Alliance. Voilà, tout à fait. Oui. Alors déjà il y a deux pierres sculptées qui ont certainement été récupérées suite à la ruine de l'église originale lors de la Révolution. Et ces pierres certainement étaient sur le site, elles ont été récupérées. Il y en a deux, je n'en ai pas trouvé d'autres, deux qui sont très bien sculptées. Il y a d'autres sculptures, hein, on pourra en parler un petit peu, mais qui ont moins d'importance. Donc l'entrée de la crypte est sur la couverture du livre, hein, donc c'est ce masque, on dit que c'est un ange, hein, oui, je veux bien le croire, parce qu'il y a des petites ailes dessous, etc. Mais quand on regarde bien le visage de près, on voit bien qu'il y a une surépaisseur, et on dirait bien qu'il porte un masque. Et on dirait un masque félin. D'accord. Et j'avais fait donc un petit livret sur le chat Magot. Bon, c'est une légende provençale, hein, du Var, on va dire. Et dans ce livret, donc, on parle du chat mystique et du chat un peu initiatique. Il y a eu des témoignages comme quoi ce chat était lié à certains rituels qui étaient pratiqués par les Templiers. Par contre, on n'a pas de preuves parce que la plupart de ces citations sont suite à la question auquel étaient soumis les Templiers sous la torture. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit une vérité, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait eu des coïncidences de ce genre et qu'on retrouve ce masque félin à l'entrée de la crypte Marie-Madeleine, sachant qu'il y a quand même des domaines templiers très importants autour de Cotignac et qu'un seigneur de Cotignac avait fait don aux Templiers de certaines terres. Donc il y a quand même des liens avec les Templiers. Aussi, alors l'autre pierre, ah oui, dis-moi. J'allais oublier l'autre pierre. Sûr. Alors l'autre pierre, je ne l'ai pas vue de suite parce qu'elle est un peu haute dans l'édifice. Elle est dans l'angle nord-est de l'édifice. Alors l'angle nord-est, c'est très important. C'est la pierre de fondation. C'est l'endroit où on doit commencer la construction d'un édifice qui est sacré. C'est toujours à l'angle nord-est. Et il y a beaucoup de rituels, notamment en franc-maçonnerie, où l'initié, le premier soir de son initiation, est placé à l'angle nord-est. Parce que tout doit démarrer par lui. D'accord. Et cette pierre représente un char à 4 roues qui est tiré par 2 bovins. Alors, probablement des vaches ou des bœufs, c'est difficile à dire. Et ça fait référence à un épisode de l'Ancien Testament, du Livre des Rois, où les Israélites avaient perdu l'Arche d'Alliance, qui avait été récupérée par... alors j'oublie le nom du peuple, hein, ça va me revenir. Et ensuite, ce peuple a subi des maladies terribles, qui sont similaires à des maladies qui sont dues à des radiations radioactives assez importantes. Et Nicolas Poussin a fait un tableau qui s'appelle La peste d'Asdod, où l'on voit l'Arche d'Alliance avec les 2 chérubins qui la soutiennent. On pourrait penser que l'Arche d'Alliance c'est radioactif, justement. Et quand on voit tout ce qui s'est passé à cause de l'Arche d'Alliance, de nos jours, c'est tout à fait les symptômes des irradiations. Exactement. Voilà. Et donc ce chariot vide pourrait représenter un épisode lorsque l'Arche d'Alliance a été rendue aux Israélites, parce qu'ils n'ont pas voulu la garder quand ils ont eu tout ce qui se passait à cause d'elle. Ils l'ont rendue aux Israélites, gardez-la, on n'en veut plus. Et elle a été transportée par justement 2 bovins dans un chariot. Donc pour moi, ça serait un indice du passage de l'Arche d'Alliance dans cette région, sachant que cette pierre a certainement été récupérée sur le site de Cotignac pour reconstruire la nouvelle église suite à la Révolution française.
Mais on pourrait penser aussi qu'elle serait passée par Côme-sur-Artuby. Alors tout à fait. Avec le blason particulier. Oui, alors je connais très bien l'Arche d'Alliance qui est dans l'église Sainte-Philomène, qui est l'église paroissiale de Côme-sur-Artuby, qui est dans le Haut-Var, dans le Verdon. Et j'ai même un livre très ancien qui a servi à l'artiste pour réaliser les 2 fresques qui sont dans l'église de Côme-sur-Artuby. Donc j'ai fait des recherches et j'ai pas mal d'éléments là-dessus. Donc oui, effectivement, il y a un passage probable de l'Arche d'Alliance à Combes, bien plus loin aussi vers Man, à la hauteur de Gréoux. Un peu plus bas, j'en parlerai un petit peu dans la suite de ce livre que j'ai sorti avec Cotignac, parce que pour moi c'est une suite qu'il ne faut pas négliger. C'est que Louis XIV est né grâce à Cotignac, parce qu'il y a des nouvelles, enfin je ne vais pas dire toute l'histoire, mais sa naissance est grâce à des apparitions qu'il y a eu à Cotignac. Et il est né 22 ans après le mariage de Louis XIV. Donc c'est quand même un espoir. Et oui. Autrement, il ne serait jamais né. Elle commençait à être âgée, la reine. C'est un peu un village né coiffé, en quelque sorte. Voilà. Et Louis XIV est venu donc pour remercier sa naissance à Cotignac. Et sur le chemin, il a envoyé un médecin pour aller percer un œil de Sainte-Roseline, qui est aux Arcs-sur-Argence, des seigneurs de Villeneuve. Des seigneurs discrets et très puissants. D'ailleurs, leur blason, c'est 3 lances plus 3 lances. Et ça donne quoi? Ça donne 6 lances. Ah oui, le si. Voilà, 6 lances. Et Sainte-Roseline, c'est la rose. Et quand on dit Sainte-Roseline de Villeneuve, c'est un pléonasme. Parce que la rose, c'est aussi le secret, le silence. Et de Villeneuve, le blason, c'est silence. Donc, c'est la discrétion. Et donc le médecin a démontré que l'œil était encore vivant plusieurs centaines d'années après la découverte du corps de Sainte-Roseline, qui est le pendant de Sainte-Germaine. La différence que Sainte-Roseline de Villeneuve était très riche, de la grande noblesse, alors que Sainte-Germaine était une pauvre bergère. Mais l'histoire a bien fait les choses, parce qu'aujourd'hui, à Pibrac, vous avez quasiment une cathédrale qui est dédiée, je vais dire une cathédrale, parce que c'est immense, qui est dédiée à Sainte-Roseline, à Sainte-Germaine, je veux dire, alors que Sainte-Roseline a une petite chapelle aux Arcs, qui est très modeste, mais très riche en mobilier à l'intérieur. On va retrouver des inversions de tableaux, un INRI qui est inversé avec le N inversé. Donc il y a quelques symboles qui sont très intéressants dans cette chapelle. Que dire de plus Il y a cette fameuse boule de cristal là. Oui, ces 3 boules de cristal. Oui. Alors les boules de cristal, en fait, je vais revenir sur Cotignac. Ouais. Lorsqu'on a construit la chapelle suite aux apparitions, dans la foulée, donc dans les quelques mois qui ont suivi, dans les fondations, ils ont trouvé des ossements, des bouts de ferraille et une boule de cristal. Donc c'est le petit indice qui est un peu la ligne directrice de ce petit fascicule, et qui a toute son importance. Sachant que Louis XIV est allé donc, à Cotignac, il est possible qu'à l'époque, la boule où les éléments existaient encore, il en ait récupéré quelque chose, mais là, il n'y a aucune preuve là-dessus. Ensuite, il a récupéré le trésor de Childeric, dans lequel il y avait une boule de cristal aussi. Et ensuite, il a récupéré dans le cabinet de curiosité, entre parenthèses, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est plutôt vers le XVIIIe siècle. Mais les rois avaient leur cabinet avec des tableaux, des trucs un peu bizarres, on va dire aujourd'hui, un peu insolites. Et il avait une boule de cristal aussi, François Ier. Et on sait très bien que François Ier a récupéré, que Louis XIV a récupéré donc, ces effets de François Ier et qu'il allait régulièrement les admirer dans son palais. Donc il est possible que Louis XIV se soit emparé de ces 3 boules de cristal. J'en ai parlé parce qu'on parle beaucoup des crânes de cristal, alors que les boules de cristal sont connues depuis l'Antiquité. Elles sont utilisées pour la voyance. On sait que le cristal de roche a la capacité d'emmagasiner des données.
donc je pense que c'est un élément très important dans nos recherches et que ces boules de cristal sont authentiques. Parce qu'il y a quand même des faits historiques, elles ont bien existé. Est-ce que Louis XIV a possédé ces 3 boules, voire d'autres, je n'en sais rien. Et l'autre, il y a quelque temps, je suis allé voir une relique de Marie-Madeleine, parce que les reliques maintenant elles commencent un peu à faire surface, hein, suite donc au pape François et à tout ce qui s'est passé. Et je suis allé au monastère Saint-Michel, qui est situé près d'une grande commanderie du Ruou, dans le Var. Et dans ce monastère, il y avait un reliquaire avec une mèche de cheveux de Marie-Madeleine. C'est une mèche de cheveux qui voyage, hein, qui va aujourd'hui dans une église, et puis là, elle était là à cette époque-là. Donc vous entendez la cloche de l'église de Rennes-le-Château, nous sommes bien à Rennes-le-Château. C'est la tradition. Et ce reliquaire, je l'ai observé et j'ai constaté qu'il y avait, il est orné, il est cubique, si vous voulez, avec 4 boules de cristal de roche, hein, qui le décorent. Voilà. Et je dis, tiens, c'est quand même surprenant que ce reliquaire qui est récent, hein, il était juste là pour abriter momentanément la mèche de cheveux de Marie-Madeleine, soit ici. Ensuite, je vous montrerai une autre église du Var où il y a aussi des reliques de Marie-Madeleine, parce que les reliques ne sont pas connues. Les plus connues sont celles de Saint-Maximin, donc dans la basilique. Il y a le chef de Marie-Madeleine, donc sur sa tête. Il y a ensuite un morceau de tibia à la Sainte-Baume. Donc c'est le reliquaire que l'on connaît bien, où on voit Marie-Madeleine dans la barque. Et à l'avant, il y a soi-disant un saint qui est entouré de bandelettes. Il y a eu pas mal d'hypothèses sur ce saint. Bon, moi j'ai mon hypothèse, hein. Bon, c'est pas l'objet de la conférence, enfin de l'interview. Mais c'est pour dire qu'il existe d'autres sites dans le Var avec des reliques de Marie-Madeleine, sans parler de toutes les chapelles qui sont dédiées à la Sainte et Église, bien sûr. En ce qui concerne l'Arche d'Alliance, on l'a ici aussi dans l'Aude avec Brenac, l'église de Brenac, il y a la coupe du Graal et l'Arche d'Alliance, mais en représentation, on va dire, symbolique. Ouais, c'est intéressant. Et cette histoire de boules de cristal, ça rappelle aussi ces boules particulières dont parlait Rabelais, avec cette fameuse lumière intérieure, le songe de Polyphile, qu'on retrouve dans Jules Verne aussi. Dans Jules Verne aussi. Dans Jules Verne aussi. Cette idée de structure ronde, et qu'on retrouve dans Rabelais aussi, justement, et qu'on pourrait penser qu'il y aurait Redae dans Redae, Rennes-le-Château, tout ce coin aussi. C'est ça que ça serait un miroir en quelque sorte, l'Aude et le Var. On retrouve dans Jules Verne aussi le N inversé, quand il plante son drapeau au pôle, avec le Nord qui est inversé. C'est quand même intéressant. Alors il y a une petite suite, c'est juste une petite revue, hein, toute simple. On la montre là. Voilà. Voilà donc la pierre aux 3 blasons, et les bergers d'Arcadie. Alors la pierre aux 3 blasons, donc ça c'est une face de la pierre en fait qui est sur le magazine. C'est une pierre qui se trouve au cœur du Verdon et qui sépare 3 communes pour éviter l'affrontement entre les 3 seigneurs. Donc à un moment donné, ils ont dit bon, on va mettre la limite des communes à cet endroit-là, et de là on va tirer des lignes, on va séparer nos 3 communes. Et sur 3 faces de ce cube, qui est cubique, hein, qui est légèrement rectangulaire, hein, vous avez 3 blasons, donc 3 seigneurs, et leurs blasons avec 3 couleurs différentes. Alors comme par hasard, ces 3 couleurs sont similaires à celles des tuniques du tableau de Nicolas Poussin et les bergers d'Arcadie. C'est quand même surprenant. Alors j'ai essayé d'approfondir un petit peu la chose et on retrouve d'autres similitudes avec Nicolas Poussin, parce que le sceau de Nicolas Poussin, c'est une déesse qui tient un navire. Et ce navire, je pense que c'est le navire Albion qui devait aller en Arcadie, d'après la tradition. Et quand on part de Notre-Dame d'Albion, sur le plateau d'Albion, où il y avait par jadis les lance-missiles nucléaires. Ah bah oui, c'est intéressant d'ailleurs ça. C'était Gérald de Gaulle qui devait... Et à la base, ça devait être à Valençon.
Il devait être mis à Valensole, et on se demande si l'apparition de Valensole n'était pas due à, parce qu'on sait que le phénomène s'amuse des fois à annoncer certaines choses, des dangers nucléaires, sauf que là, ils ont été mis au plateau d'Albion, sous l'ordre de général de Gaulle, en 64, c'est ça, à peu près. Mais c'était à Valensole de base. Donc j'ai un peu brodé là-dessus, parce que le sceau de Nicolas Poussin, tenez confidentiam aussi, on retrouve le mot tenez comme dans le carré Sator, etc. Tenez confidentiam. Donc je détiens la confidence, le secret, quelque chose. Et on voit cette déesse qui ressemble à celle du tableau des bergers d'Arcadie, donc c'est bien du Nicolas Poussin. Je pense que c'est la déesse de la sagesse, qui essaie de calmer ses trois mauvais compagnons qui étaient un peu turbulents dans le Verdon. D'accord. Et là, il y a les veilleurs, l'île des veilleurs. Si vous tirez une ligne, voilà, c'est ça, on y reviendra. Les veilleurs. Si vous tirez une ligne de Notre-Dame d'Albion, sous le plateau d'Albion, vous allez vers Sainte-Roseline, c'est pour ça qu'on retombe sur le document, le petit livret que j'ai rédigé sur Sainte-Roseline. On passe par le tombeau, enfin la pierre aux trois blasons. Et en conclusion, je dis que c'est la ligne du maître. Parce qu'en provençal, le Mistral, ça veut dire le maître. Donc il suffit de prendre la rose des vents, donc on retrouve encore la rose de Sainte-Roseline, dans la rose des vents. Et vous tirez vous partez le Mistral, en fait, c'est une ligne nord-est, à 45 degrés à peu près. Et cette ligne, donc, elle rejoint Notre-Dame d'Albion, la pierre aux trois blasons et Sainte-Roseline, et ça utilise l'axe du Mistral, le maître. Voilà, donc c'est une hypothèse de travail qui repose sur des éléments troublants et concordants, mais je dis toujours, attention, ce n'est pas une preuve, c'est une hypothèse, parce que lorsque vous détenez une hypothèse de ce genre, il faut la communiquer, il faut la partager, parce que demain, un autre reprendra le chemin que j'ai pu tracer, comme moi j'ai pu reprendre le chemin de Guittarade, et de bien d'autres auteurs. Un des derniers qui est vivant de cette époque, dans les années 60. Voilà, il y a Robert Charroux, etc. Alors de temps en temps, on apporte des compléments à leurs écrits. Mais jamais je me permettrai de critiquer ce qu'ils ont fait, parce qu'ils diront ils ont biaisé. Non, c'est pas ça. Ils ont tracé un chemin, et après c'est à nous de le poursuivre, ce chemin. Et d'ailleurs, c'est tout à fait la représentation de la pierre aux trois blasons, parce que ce que l'on cherche, en fait, c'est pas l'itinéraire. L'itinéraire, on sait que c'est Sainte-Roseline. Le plus important, c'est comme Compostelle, et tout le monde vous dira, ce qui est important, c'est le chemin et non pas le but. Et sur le chemin, on croise la pierre aux trois blasons. Donc, comme par hasard. D'ailleurs, tu as vu en préface de Guittarade pour égyptologie provençale. Oui, Guittarade m'avait fait une préface, j'en avais parlé. Il était passionné par l'Égypte. Lorsque je réalisais des conférences, il était trop âgé pour venir nous rejoindre. Et à chaque fois, il m'envoyait des encouragements. Il était content que l'on continue le chemin qu'il avait tracé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être respectueux avec ceux qui ont fait quelque chose. Et en conférence, c'est pareil, vous avez des auteurs, des conférenciers de tout âge, vous avez des jeunes qui se lancent à Rennes-le-Château, moi je trouve ça très bien. Après, bon, il faut essayer de leur dire gentiment, bon là, tu t'es peut-être un peu trompé ou égaré, il va falloir un peu rectifier, et je crois que c'est normal. Oui, bien sûr. Et ce qui est important, c'est la quête. Voilà. Donc c'est bien la quête. C'est important qu'il y ait des jeunes qui travaillent là-dessus, ça fait plaisir. Alors parle-nous de Montfort Templier, ce livre-là, on va le montrer. C'est l'échiquier en quelque sorte. Oui. Alors Montfort Templier, je me suis amusé à placer les lettres Montfort et Templier, ça marchait très bien. C'est tes éditions, Eridan Dasper. Voilà. Et en fait, Montfort Templier, c'est le château le plus mystérieux au monde et qui est très peu connu. Parce qu'il est fermé depuis que Gérard Couette, l'ancien propriétaire, est décédé. Mon grand-père a bien connu Guithieu. Voilà. Alors, Gérard bien connu à l'époque. Et oui, ça serait un plaisir de rencontrer ton grand-père et d'en discuter. Il a bien connu tout ça. La mémoire s'efface. J'ai voulu écrire une biographie de Gérard Couette, mais j'ai pas pu. J'ai laissé tomber.
Là-bas, comment ça, il y a beaucoup d'informations. Parce que les personnes qui détenaient les informations sont toujours là. Oui, Ils ont pris de l'âge, hein, oui, oui. mais ils n'ont pas voulu me les communiquer. Ah, Parce qu'il fallait être dans leur cercle et je n'étais pas dans leur cercle. faudra avoir C'est un peu on va avoir dommage. Guy, alors. Voilà. Donc, on précise, c'est Montfort-sur-Argent. Oui, Et aussi que l'ordre vert dont j'ai mis Dieu oui. s'est inspiré, bien sûr, évidemment, de la commanderie de Montfort-sur-Argent, dans son livre. Voilà, tout à fait. Ben, Jimmy Gueux avait fait un séjour à Montfort. Il Oui. a été témoin lui-même de certaines, on va dire, manifestations paranormales, sachant que dans ce château, d'après les témoignages, alors certains, je sais qu'ils sont véridiques, parce que j'ai eu des personnes au téléphone qui n'habitent plus la région, qui m'ont raconté à peu près la même chose sur des époques légèrement différentes, donc qui ne se connaissaient pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu des manifestations paranormales au château de Montfort-sur-Argent. Maintenant, toutes les manifestations que je témoigne dans ce livre ont été récupérées sur des recherches antérieures, donc, que je cite. Et je ne peux pas me porter garant que cela a vraiment existé, parce que c'est énorme. Il y a eu de tout. Imaginez n'importe quoi, c'est arrivé à Montfort-sur-Argent. Il y a eu des ovnis, il y a eu des entités, il y a eu un cabinet alchimique, il y a eu des mains qui sont apparues sur des murs, des entités qui se sont déplacées à travers des murs alors qu'à cet emplacement il y a des portes anciennes. Il y a une pierre qui aurait été cachée par Apollonius de Tyane, soi-disant dans les fondations de ce château. Enfin, je veux dire, c'est le seul château au monde qui réunit autant d'activités paranormales. Après, il y a eu Argigny aussi, où il s'est passé certaines choses. Il y a même eu les visiteurs, parce que les gendarmes auraient arrêté des cavaliers templiers. Voilà, donc il y en a eu des visiteurs là-bas. Et il y a Saint-Didier en Dévolué aussi, où il s'est passé certaines choses. Et là, c'était autre chose. Et, après, oui, certains châteaux de résurgence, de toute façon, on sait, sont sujets à des phénomènes. Hein. De toute façon, c'est particulier. Quoi. Et oui. Oui, ben c'est dommage que ce château soit fermé. Alors, il paraîtrait qu'il soit en vente et je ne me suis pas trop renseigné. Là, je vais essayer de me renseigner un petit peu parce que si effectivement il est en vente, ça serait intéressant d'avoir des informations et de pouvoir le revisiter d'une façon un peu plus, on va dire, technique, avec des moyens un peu plus intéressants, de façon à pouvoir apporter des nouveaux éléments. Mais bon, pour le moment, on est dans le... Et tout autour, donc, il y a... ça, on va faire comme Plantard, tout est autour dans le château, mais là, tout est autour dans le Var. Et donc, il y a aussi l'île des Veilleurs, avec Alfred Weisen. Tu peux nous parler un petit peu, justement, Valcroze. Oui, alors j'ai des documents sur l'île des Veilleurs, sur cette affaire de trésor templier qui a été recherché à peu près à la même époque que le trésor de Gisors. Et les recherches dans le Verdon étaient surveillées aussi, comme Gisors était surveillé par l'armée à l'époque, par Malraux, etc. Donc je connais très bien cette affaire, je connais le château de Valcroze, j'ai même dormi à l'intérieur pendant plus d'une semaine. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un mât provençal, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, dans le Verdon, je veux dire, le Verdon c'est quelque chose d'énorme. J'ai un ami qui disait c'est dantesque. Parce que il faudrait des années pour parcourir toute la région et déceler tous les indices que l'on peut y trouver. Alors Guy Tarade, bien sûr, il avait vu l'Arche d'Alliance, il a vu qu'il y avait une colline en face qui s'appelait Aaron. Alors c'est intéressant parce que Aaron, quand même, c'était le grand prêtre qui avait mis sa baguette d'ailleurs dans l'Arche d'Alliance, la baguette d'Aaron. Et un peu plus loin, il y a, j'avais dit à Guy Tarade, mais il y a aussi la Ménorah. On m'a dit non, mais il n'avait pas fait attention. En fait, il faut savoir que l'amandier peut être comparé à la Ménorah. Parce que l'amande, c'est un peu la petite lumière que l'on va trouver sur le chandelier.
Et il y a un hameau juste à côté de Comps, qui fait partie de Comps sur Arteville, qui s'appelle Les Amandiers. Et je dis, ben voilà, il y a aussi la Ménora, il y a l'Arc d'Alliance, il y a la Ménora, etc. Au niveau toponyme, bien sûr, hein. Après, dans la réalité, c'est une autre histoire. Dans l'affaire Vézen, bon, il y avait des signes du zodiaque, qu'il avait vu. Le problème de Vézen, c'est que c'était un ingénieur belge qui avait besoin d'apporter de l'eau à son moulin parce qu'il vivait un peu à crédit. Et à tous les chercheurs, il leur disait, je te donnerai par exemple 10% ou 5% du trésor. Et il montrait ses preuves, que c'était sérieux, etc. Donc il y en a qui marchaient dans la combine, bien sûr. Et il vivait un petit peu comme ça. Et il fallait qu'il sorte de temps en temps des éléments nouveaux pour on va dire, alimenter son moulin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec les zodiaques du Verdon, toutes les chapelles qui forment le mot Templari, par exemple, alors que la plupart de ces chapelles n'existaient pas à l'époque des Templiers. Voilà, donc il y a quelques aberrations de ce genre. On va dire que c'est un plantard numéro 2. Et Gérard Couette est un plantard plus évolué, on va dire, parce que celui de Montfort, parce que c'était quelqu'un qui avait des connaissances sérieuses en archéologie. Il avait fait des découvertes en archéologie. Alors le problème, c'est qu'à Montfort, il faisait venir tous les spécialistes de la région en paranormal. Donc il y a des radiesthésistes, des voyants, enfin, toutes sortes de spécialistes en paranormal venaient à Montfort-sur-Argent et puis il essayait d'avoir des informations parce qu'il cherchait quelque chose dans le château. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas par hasard que... Et cette idée d'échiquier alors, justement, pour toi? L'échiquier, c'est un peu un symbole. Oui, bien sûr. L'échiquier. Parce qu'on le retrouve ici à Rennes-le-Château, cet échiquier. On le retrouve ici, tout à l'heure dans notre conférence de Paul Saucé aussi, on a vu que l'échiquier était là. Oui, avec le Chérizet. Voilà, l'échiquier représente un peu la complexité de notre quête, parce que notre quête c'est un peu un tourbillon où on pourrait se perdre. Et dans un échiquier, on peut aussi se perdre facilement. Hein. Voilà. Alors ce qui m'intéresse aussi, il en a parlé Paul, c'est le cavalier. Oui. Cavalier quand il se déplace. Et j'avais fait une démonstration il y a quelques années, je ne pense pas l'avoir ici, ni dans ce livre-là, je ne pense pas, sur les commanderies des Templiers. C'est que le cavalier, lorsqu'il se déplace, il peut tracer les emplacements, on va dire, qui peuvent être ou opposés à la croix de l'ordre. Ça peut être la croix aux 8 béatitudes. Et on peut faire une démonstration en fait, avec les déplacements du cavalier, on peut redessiner la croix de Malte, qui était aussi parfois la croix des Templiers, sachant qu'ils avaient la croix pâtée, ils avaient d'autres modèles de croix aussi. Et on retrouve donc... Il y a aussi le tour des 8 béatitudes. Oui. Voilà, tout à fait. Il y a l'ermite dans la tour inversée. Oui, ça me plaît bien ça. Tu pourrais rajouter quelque chose sur la tour inversée? Dis-moi. La tour. Non, je le dirai que la prochaine fois quand je viendrai, parce que je ne peux pas tout dire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui. On dira en diagonale. Là, on est en diagonale. Mais à Rennes-le-Château, en fait, j'ai commencé à écrire quelque chose à Rennes-le-Château, mais je n'ai jamais voulu le sortir. D'accord. Par respect pour mes amis de Rennes-le-Château. Voilà. Et c'est un peu farfelu, mais ce qui est farfelu, des fois, ça peut être proche de la vérité, on ne sait pas. Des fois, il faut ouvrir des portes, de temps en temps, il faut oser. Comme dit Eugène Poncelier, il n'y a rien de plus réel que merveilleux. Ce qui est important, c'est de rêver, mais de dire quand on n'est pas certain de quelque chose, il faut être sincère. C'est des hypothèses. Voilà, c'est des hypothèses. Voilà. Alors en fait, c'est le Varois qui vient à Rennes-le-Château, il vient passer 24 heures, et en 5 minutes, il découvre le secret de la Bessonnière. Dans l'église. Ah oui, sur le site en fait. Hein. En fait, là en ce moment, on marche sur de l'or, mais vous ne le savez pas. Vous pensez à quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà. Donc je vais vous démontrer dans un roman, donc je vais le romancer parce que je ne veux surtout pas vexer mes amis chercheurs qui sont très sérieux.
quand on voit le niveau des conférences, dont celle de Paul tout à l'heure, je dis c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc Dans l'église, tu avais découvert quelque chose en 5 minutes. Hein En 5 minutes, tu avais trouvé certaines choses. Ah oui, On avait parlé avec Rudy de ça. Oui, mais c'est le Varrois qui vient, bon, il ne connaît rien à l'affaire, et il y a des chercheurs, les pauvres, ils ont passé toute leur vie à chercher, ils n'ont rien trouvé, et le gars qui vient, il ne comprend rien, quoi, voilà, lui, il va trouver, donc c'est vraiment, c'est déconcertant. Hein. Et oui. Ben, on va voir pour celui-là. Tu vas nous montrer aussi les autres livres que tu as présentés, le Trésor de l'abbé Jean, par exemple. Oui, alors le Trésor de l'abbé Jean, oui. Présenté. Voilà. Alors, tu peux toucher un petit mot. Alors le Trésor de l'abbé Jean, c'est un clin d'œil à l'abbé Saunière, bien sûr, parce que moi j'aime bien mes amis de Rennes-le-Château, et je leur dis, chez vous, vous avez un abbé qui était très matériel, mais chez nous dans le Var, on avait un abbé qui était très spirituel. C'est un peu l'opposé de l'abbé Saunière. D'accord. Et cet abbé serait le bibliothécaire, voire l'instituteur du duc de Blacas. Et dans son mas provençal, au siècle des Lumières, hein, à la fin des années 1800, il avait fait graver donc, des colonnes en terre cuite avec toute la connaissance pratiquement de l'humanité à cette époque-là. D'accord. Donc il y a la colonne des mathématiques, il y a la colonne de la religion, de la géographie, enfin, toutes les colonnes avaient une spécialité. Donc à mon avis c'était pour l'enseignement, une sorte d'université, et c'était un livre ouvert, parce qu'on pouvait se promener, déambuler, c'était dans un jardin, il y avait les colonnades, et ça permettait de s'instruire. Et en même temps il y avait un globe solaire, avec les signes du zodiaque dessus. Dans le mas, il y avait sur le sol des tomettes avec l'Europe qui était dessinée et le village d'Ops dans le Var où il habitait qui était le centre de l'Europe. Et dans les combles, il y avait toutes les constellations qui étaient représentées aussi sous des tomettes. Et à l'entrée du mas, il y a aussi des signes du zodiaque qui sont représentés. Donc c'était quelqu'un qui avait une très grande connaissance à l'époque. Et je pense qu'il fallait laisser un témoignage parce qu'aujourd'hui, ces colonnes sont quasiment toutes détruites par les intempéries. Elles n'ont pas trop résisté. Et c'était bien de laisser une trace de cette connaissance qui s'est perdue. Alors il y a aussi l'autre livre, Marie-Madeleine, Sainte Symbole. On va le montrer ici. Voilà. Alors pour préciser aussi, donc on peut les commander si certains livres, Ridan d'Astor, on tape sur internet. Voilà, j'en fais pas vraiment commerce, hein, parce que moi je fais surtout ça par passion. Oui. Mais sur le groupe Var Media, sur Overblog, hein, vous tapez groupe Var Media et vous trouverez quelques explications et puis les différentes revues. D'accord. Donc sur ce livre-là, alors Marie-Madeleine, Sainte Symbole, ça part surtout du symbolisme qui tourne autour de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est souvent liée par exemple au chiffre 7, mais je démontre qu'elle est liée au chiffre 8 et non pas 7. 7 c'est le premier degré de lecture. 7 élévations par jour, par exemple, ou 7 extases à la Sainte-Bombe pour aller au Saint-Pilon, pour ceux qui connaissent le site. Et les 7 péchés aussi dont Jésus l'aurait délivré. Mais quand on examine un peu plus loin, on creuse un peu le sujet, on constate que Marie-Madeleine est liée très profondément au chiffre 8, qui est l'octogone. Et l'octogone, c'est le symbole du passage du monde matériel du carré au monde spirituel, le cercle. Donc de la terre au ciel, ou du ciel à la terre, hein, ça marche dans les deux sens. Et les Templiers, donc c'est l'inspiration de Templiers aussi qui m'a fait découvrir pas mal de choses, c'est qu'ils avaient des baptistères de forme octogonale et ils avaient des églises, des chapelles dans les cimetières qui avaient une forme octogonale. Donc c'est aussi bien pour arriver que pour partir. C'est la porte. L'octogone, c'est la porte. Et Marie-Madeleine, j'estime qu'elle avait son rôle à jouer avec Jésus.
Parce que sans elle, ce qui s'est passé avec Jésus, à mon avis, n'aurait jamais eu lieu. Parce qu'elle, elle symbolise le passage nécessaire au Christ, pour passer d'un monde à l'autre. Voilà. Alors, je ne dis pas de quelle façon elle a procédé, parce que là, je travaille que le symbolisme. Donc, vous avez parfois des retombées d'ogives. Vous avez 8 ogives, par exemple. Le 8, pour moi, c'est lié au passage. J'ai retrouvé pas mal d'éléments aussi. Il y a une croix dans la région, vous avez un 8 et vous avez la croix. Et quand vous mettez vos mains de cette façon, vous avez remarqué que Marie-Madeleine a toujours les mains de cette façon. Vous avez combien de doigts ici? 8. Et au-dessus, vous avez quoi? Une croix. Et Marie-Madeleine a toujours sa tête sous les pieds de Jésus, au pied de la croix. C'est pourquoi les 8 béatitudes. Et voilà. Et pourquoi on dit que l'octopus, le poulpe, ça veut dire pied sur tête. Et comme il a 2 pattes, il en a 8. Octopus. On a parfois assimilé une sorte de poulpe à Bugarache d'ailleurs. Un poulpe géant. C'est peut-être pas qui le pourrait même. se réveiller. Hein. Et sur une pierre, on avait trouvé une araignée, je crois. Bah oui, la reine araignée. Aussi. Voilà. Et parfois un poulpe sur certains documents. Oui. Hein. Ils ne sont pas toujours faux ou vrais, on va dire. Ils sont vrais. Voilà. Donc et à Saint-Sulpice, vous avez aussi le poulpe qui est représenté sur le bénitier de Saint-Sulpice. Et vous avez aussi le crabe, qui est le signe du zodiaque de Marie-Madeleine, qui est fêté le 22 juillet. Donc il y a une clé de voûte aussi dans la basilique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume dans le Var. Toutes les clés. On va montrer le livre d'ailleurs, justement. Oui, le site sacré de la Sainte-Baume. Voilà. Alors la Sainte-Baume, c'est la grotte, bien sûr, qui est à quelques kilomètres de la ville de Saint-Maximin, où ont été retrouvés le tombeau de Marie-Madeleine. Et dans cette basilique, si vous regardez sur la plupart des sites internet, y compris Wikipédia, la plupart des clés de voûte, il y a plusieurs voûtes, elles sont toutes indiquées, sauf celle-ci, que je montre dans mon livre. Et dessus, vous avez une femme avec une longue chevelure sur ce blason, sur cette clé de voûte, qui est certainement Marie-Madeleine, puisque c'est sa basilique. Et à côté, vous avez quelque chose qui ressemble au symbole du dollar, c'est-à-dire le S qui est barré. Et quand on sépare le S barré, vous le doublez, ça fait quoi? Ça fait Isis. D'accord, ouais. Voilà. Et il y a une cathédrale Notre-Dame dans l'est de la France où la date est marquée, est notée 1515. Et 1515, quand vous l'écrivez d'une façon, à la façon de l'époque médiévale et des graveurs de l'époque, ça ressemble aussi à Isis. Voilà. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça entre Marie-Madeleine et Isis. Donc j'en parle dans ce livre. Toutes les preuves vraisemblables comme quoi elles seraient liées au chiffre 8, mais aussi à Isis et à d'autres déesses de l'Antiquité, aussi bien romaines que grecques, qui étaient les mêmes en fait. Alors, il y a aussi ce livre-là. Donc c'est, tu vas le présenter aussi, le calendrier rural des Templiers du Var en Provence. Je présente ici. Alors l'arrière est intéressant aussi. Ah oui. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire, parce que c'est écrit en petit. Ça a été présenté Mystérieuse Connexion 4 à Rennes-le-Château le 16 janvier 2016. D'accord. Donc ça fait déjà quelques années. Ouais. Et c'est Christian Doumer qui m'avait invité à l'époque pour réaliser une conférence. Je lui ai dit, bon, je vais faire une conférence sur les commanderies des Templiers du Var. Et comme Christian parlait souvent de la Belle Endormie, je lui ai dit, je vais te présenter maintenant les Belles Endormies du Var. C'est-à-dire que lorsque l'ordre est tombé, il y a eu des commanderies officielles, mais il y a aussi des commanderies qui sont retombées, on va dire, chez la noblesse, dont le père ou l'arrière-grand-père avait fait don soi-disant aux Templiers. Mais les nouveaux héritiers disent non, il n'y a pas de preuve, nous c'est notre domaine, on l'avait prêté aux Templiers, mais ça nous appartient. Et il y a des ordres monastiques aussi qui ont récupéré des biens templiers et des Templiers eux-mêmes qui ont retourné leur robe en disant non, on n'est pas Templiers, nous sommes des Augustins.
Donc l'histoire, vous savez très bien que c'est l'histoire des vainqueurs. Et j'apporte dans ce livre au moins 3 commanderies, si ce n'est pas plus, qui ne sont pas officiellement des commanderies templières, mais il y a des éléments qui concordent pour dire que c'est probablement templier. Maintenant, pour l'affirmer, il faudrait faire des fouilles archéologiques sérieuses, mais la plupart du temps, même si elles sont demandées, même par un propriétaire que je connais, les fouilles ne sont pas effectuées. Donc c'est difficile de prouver que ces commanderies étaient effectivement templières, mais pour moi elles le sont. Ce sont les belles endormies des commanderies qui sont parfois privées ou oubliées. Dans l'égyptologie provençale, tu parles de l'égyptomanie du Var, hein, justement, avec Nicolas Péresque. Donc ils ont découvert certaines choses dans le Var bien avant les autres. Oui. Alors Nicolas Péresque, pour moi, c'était pas un égyptomane, mais un des premiers égyptologues au monde. Et l'égyptologie, historiquement, elle a commencé dans le Var, qui n'existait pas à l'époque. C'était, on va dire, dans la région du Var d'aujourd'hui. Donc nous sommes bien à Rennes-le-Château. Nous entendons la chapelle, l'église, je veux dire. Et à votre santé. Merci. Santé. Alors, Nicolas Péresque, 200 ans avant Champollion, était prêt à déchiffrer les hiéroglyphes et travaillait avec d'autres savants en Europe. Il faisait venir des momies, des hiéroglyphes, des parchemins. Donc, il s'appuyait sur la langue copte. Donc il avait la bonne solution pour arriver à déchiffrer les hiéroglyphes. Pas tout seul, hein, il travaillait avec d'autres savants. C'était un très grand savant, Nicolas. Toute discipline réunie. À l'époque, ils avaient la chance de pouvoir pratiquer plusieurs disciplines, alors que de nos jours, elles sont tellement complexes depuis le temps qui a passé qu'un seul homme ne pourrait pas pratiquer toutes ces disciplines. Et 200 ans plus tard, c'est un seigneur varois, duc de Blacas, ministre de Louis-Philippe, qui a présenté Champollion au roi et qui a financé ses recherches pour déchiffrer les hiéroglyphes. Ça veut dire que dans le Var, il avait hérité, alors ça j'ai pas pu prouver, c'est pour ça que c'est important d'ouvrir le chemin, c'est ce que je fais. Je n'ai pas pu prouver que la bibliothèque de Nicolas Péresque a été récupérée par la famille de Blacas. Il faudrait que je puisse faire des recherches dans la famille de Blacas, qui existe encore, hein, de façon à prouver qu'il y a un lien. Et les livres de Nicolas Péresque sont très faciles à retrouver parce qu'il y a un petit symbole qui est très intéressant que l'on retrouve facilement sur ces ouvrages. Est-ce que dans le Var, y aurait-il une application, je veux dire, liée à les campagnes napoléoniennes qui allaient justement en Égypte et pour les structures de Memphis et Mizraïm? Est-ce qu'on retrouve dans le Var certaines structures particulières liées à Memphis et Mizraïm? Oui. Il y a une. Donc j'en parle dans l'égyptologie provençale. Il y a le côté historique donc, qui est réel. Hein. L'égyptologie a bien commencé chez nous. Le musée du Louvre égyptien a été créé aussi par le duc de Blacas, donc c'est quand même pas rien. L'obélisque de la Concorde est transporté par un ingénieur varois aussi, donc je veux dire, il n'y a pas de hasard. Bien sûr. Donc il y avait des initiés, ils ont travaillé ensemble, ça c'est évident. Napoléon, donc, il s'est retrouvé en Égypte, hein, bon, il a fait une conquête de l'Égypte carrément, victorieuse, mais en fait il était prisonnier des Anglais, qui l'attendaient en Méditerranée pour rentrer en France. Mais il était bloqué, en fait ils ont fait un blocus, Napoléon était prisonnier en Égypte. Et il a négocié donc des trésors pour pouvoir passer. Et c'est pour ça que nous avons perdu la pierre de Rosette aussi, qui est partie en Angleterre. Napoléon n'est pas venu les mains vides. Donc il est arrivé chez nous, il a débarqué vers Saint-Raphaël. Et il a commencé à monter vers Paris avec des chariots qui étaient quand même chargés en trésors égyptiens. Et il y a eu une attaque. Il y a un chariot qui aurait disparu.
Et s'il y a un trésor à trouver dans le Var, c'est ce trésor qui a été perdu par Napoléon. Voilà, j'en ai entendu parler il y a longtemps, je ne l'ai jamais cherché, hein, mais après, il n'est peut-être pas dans le Var. C'est la seconde cité des Jariots. En fait, il y a eu une attaque sur le territoire et les objets apparemment n'auraient jamais été retrouvés. Après, bon, il y a pas mal d'éléments sur des passages de Napoléon, bien sûr, dans notre région. Hein. Il y a beaucoup de maisons où il a dormi et beaucoup de maisons où il n'a pas dormi d'ailleurs. Il y a notre ami commun Rudy Jacquet qui a fait le parallèle entre la toison d'or justement de l'hôtel d'Allemand et qu'on pourrait retrouver à la grotte de Montferrand, et bien lié un peu au cromlech de Rennes-les-Bains. Et en fait, ce serait peut-être une idée d'église alchimique, hein, Rennes-le-Château, des demeures alchimiques qu'on retrouvera ici. Alors, quel est ton avis sur le cromlech de Rennes-les-Bains et peut-être sur cette idée de miroir avec justement la toison d'or qu'on retrouve en miroir? Oui. Alors oui, Rudy a réalisé une très belle démonstration. C'est pour ça que je félicite Rudy, parce que c'est quand même un jeune chercheur. Voilà, je l'ai encouragé dès le début quand il est arrivé ici. Comme j'ai encouragé Christian Doumer quand il est venu dans le Var, il y a de très nombreuses années, où il commençait à débuter avec Marie-Madeleine. Et il nous a fait de très belles conférences dans le Var, et nous l'avons encouragé quand il était encore tout jeune. Hein. Voilà. Donc c'est important. Hein, voilà. Alors, je ne vais pas parler du livre de Rudy, je crois qu'il est plus capable que moi pour en parler, parce que c'est quand même assez complexe, hein, cette démonstration. L'énigme s'arrête ici, c'est le château. Voilà. Mais je peux faire un petit clin d'œil sur la toison d'or, parce que j'en parle très brièvement de la cabrée d'or. Chez nous, dans la région de Provençal, nous avons la cabrée d'or. Et cette chèvre qui va dans les entrailles de la terre, un peu comme la brebis égarée par le berger Paris ici aussi. Hein. Exact. Et quand elle ressort des entrailles de la terre, sur son pelage, il y a les paillettes d'or. Ça veut dire qu'elle connaît l'endroit où se trouve le trésor, puisqu'elle passe, et en passant, bien sûr, sur sa laine, on retrouve des paillettes d'or. Donc cette tradition, on va dire, pastorale, hein, qui est très provençale, c'est la cabrée d'or que l'on retrouve dans de nombreux villages du Var, et même autour du Var qui n'existait pas. Donc le Var, c'est une construction départementale, hein, qui est relativement récente. Mais ce qui est intéressant, c'est de lier ça aussi à l'orpaillage, parce que par le passé, on utilisait des toisons de moutons que l'on mettait dans des cours d'eau et qui récupéraient les paillettes d'or. D'accord. Voilà, donc il y avait une technique d'orpaillage grâce, on va dire, aux moutons, etc. Alors, bon, est-ce qu'il y a un peu d'alchimie dans la cabrée d'or? Je ne pense pas. C'est la pure tradition. Je ne pense pas qu'il y ait une transformation du plan en or dans l'imagination de ceux qui ont bâti, on va dire, cette tradition, hein, qui remonte très très loin dans le temps. Voilà, mais on retrouve bien sûr la transformation du plan en or chez les alchimistes. C'est aussi la transformation spirituelle. La transformation, elle peut être matérielle. On sait qu'aujourd'hui, on peut transformer le plan en or, effectivement, avec des moyens énormes. Mais l'individu aussi, son rôle sur Terre, c'est d'essayer d'évoluer, d'avancer et de passer du plan à l'or. Donc c'est aussi les 7 planètes, hein, avant d'arriver au Soleil. Il faut passer par le Saturne, le plomb, et franchir toutes les étapes, essayer de les franchir et d'aller le plus loin possible pour essayer de s'améliorer, de se perfectionner. Et sur le cromlech de Rennes-les-Bains, ton avis, sur le cromlech, c'est lié à la langue celtique, hein, tout est parti de là en fait. Le cromlech, nous en avons dans le Var, j'en parle je crois, dans Sainte-Roseline. Oui, nous avons un cromlech aux arcs, sur Argence bien sûr. C'est pas les arcs d'ici, de l'Aude. Comme quoi l'Aude est le miroir du Var, hein, c'est la preuve, déjà les arcs. Hein.
Et nous avons un cromlech, mais c'est un cromlech de pierre, il y en a 9 bien sûr, c'est-à-dire le grand maître au centre et les 8 pierres autour. Et on retrouve bien sûr l'octogone, hein, bien sûr, dans cette représentation. Et c'est un passage du monde matériel au spirituel. Donc c'est quand même assez alchimique ce passage. Parce que l'homme doit passer de son être matériel et essayer d'aller vers la spiritualité. Alors le cromlech de Rennes-les-Bains, je pense que c'est quelque chose de similaire, hein, parce que le cromlech il est assez grand. Et lorsque l'on cherche le Saint Graal, par exemple, dans le Var, je dis souvent, il est tellement grand que vous ne le voyez pas, parce que le Saint Graal contient quoi? On l'a vu à l'Eucharistie, hein, avec Jésus, il contient le vin. Et le vin, c'est quoi? C'est les vignes. C'est les vignes. Et si vous allez à Sainte-Roseline, vous verrez que les vignes ont été plantées à la demande du pape alchimiste Jean XXII, qui était ami avec les seigneurs de Villeneuve, et à l'époque il était évêque de Fréjus. Et lorsqu'il a été élu pape, parce qu'il ne savait pas qui élire, en fait, le conclave a duré plusieurs jours, voire plusieurs mois. Ils ont dit on va mettre un vieux, comme ça, s'il se casse la pipe dans 2 ou 3 ans, on aura le temps de réfléchir. Manque de peau, Jean XXII a vécu très très vieux, comme tout alchimiste. Oui, ben. Voilà, donc là on rejoint un peu cet esprit du cromlech, de l'alchimie. Et la plupart des alchimistes, si vous regardez bien, ils vivent assez âgés. Alors est-ce qu'ils ont trouvé le Saint Graal? Je ne sais pas. Mais je pense que travailler sa spiritualité ne peut faire que du bien. Voilà, donc j'en parle un petit peu dans cet ouvrage-là de ce cromlech. Et celui de Rennes-les-Bains, moi je pense que le cromlech est très grand. Comme le Graal chez nous, vous avez de la vigne aussi, le Graal c'est quoi? C'est la vigne, c'est tout ce vin que nous avons et qui sont là pour remplir le Graal. Mais il faut le voir d'une façon un peu, on va dire, ésotérique et alchimique. C'est-à-dire que c'est nous qui devons essayer de nous transformer avec le temps. Alors c'est très long, très très long, et c'est pratiquement, on va dire, quelque chose qui ne se termine jamais. Voilà, parce que la perfection n'existe pas. Sur une conclusion, tu avais sorti aussi 3 livres, les contes symboliques, Oui. en différentes, les 2 frères, et il y avait plusieurs choses. Oui, alors je n'en parle. Babel, c'est la maîtrise. Je n'en parle pas ici parce que je suis assez discret sur ces ouvrages. D'accord. Ce sont des ouvrages qui sont inspirés de la franc-maçonnerie, au rite écossais ancien et accepté. Et c'est une époque où je voulais relire la Bible, l'Ancien Testament. Donc j'ai relu la Bible et j'ai écrit 3 ouvrages qui sont très courts, hein. Ils font 12 pages avec 12 illustrations ou interprétations. Le premier, c'est la création du monde, donc c'est la création de l'être et de sa transformation quand on passe de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, à l'initié si vous voulez. Et c'est la création de la terre avec le bouleversement des éléments, etc. Et à l'époque, donc, j'avais représenté mon petit bonhomme un peu comme un pentagramme, quelque chose de naïf, c'est un peu de l'art naïf. Donc j'avais fait une représentation. Et je ne savais pas que j'allais écrire le deuxième. Je m'étais amusé à écrire ça. Et en fait, j'ai écrit en vers de 7 pieds, la rime est de 3 vers consécutifs. Et dans chaque page, vous avez 24 vers. Donc ce sont des règles très très strictes. Et ayant une formation plutôt scientifique, n'étant pas de formation littéraire, je me disais je m'en sortirai jamais. C'est tout au contraire, j'écrivais et j'arrivais facilement à écrire 3-4 vers le soir, de temps en temps, j'en rajoutais. Mais quand j'ai écrit le deuxième, c'est-à-dire le deuxième tome, tout petit bien sûr, c'est l'Arche du Compagnon. Oui, c'est ça. J'ai été surpris parce que au fur et à mesure que j'écrivais, il y a des événements qui se produisaient dans ma vie et aussi à l'extérieur. D'accord. Et j'en parle dans ce livre. Et il y a eu des similitudes très troublantes. C'est une époque où il pleuvait énormément dans le Var, ce qui est rare. Et le jour où j'ai trouvé la parole perdue avec
avec mon héros, si vous voulez, en même temps que mon héros. Hein. Je ne savais pas que j'allais trouver cette parole perdue, je ne savais pas du tout. Ce jour-là, il s'arrêtait de pleuvoir net, et justement, j'emmenais ma fille qui était toute petite, qui allait à la maternelle, et il y avait une dame qui était la directrice de l'école qui attendait avec son parapluie. Je dis, ça y est, j'ai trouvé la clé pour arrêter le déluge, parce qu'à chaque fois, elle me disait, oh là là, il pleut, on est dans le déluge. On était vraiment dans un... Bon, c'était pas un déluge méchant, hein, c'était une pluie régulière, mais assez intense quand même. Ben, le lendemain, il s'arrêtait net de pleuvoir. C'est ça, c'est alchimique en même temps. Oui. À côté, Oui, mais après, si vous voulez, ce qui m'a troublé, c'est les événements qui se sont produits. Par exemple, j'ai écrit que mon héros devait sauver l'animal le plus important au monde avec Noé. Et Noé avait pu sauver tous les animaux à l'époque, sauf un seul, le plus important au monde, c'est l'agneau. Parce que si vous enlevez le mouton aux 3 grandes religions, ils sont perdus. Mais pour une bonne raison, hein, j'en parle dans mon livre, ce sont des contes fantastiques un petit peu, écrits en vers de 7 pieds. La langue des oiseaux. Voilà, c'est un peu la langue des oiseaux aussi, tout à fait, tout à fait. Et en fait, Noé, donc grâce à l'intervention de mon héros, que j'ai créé de toutes pièces, hein, donc, a pu sauver l'agneau. Mais mon héros lui a dit, à l'époque, bien qu'un seul de ces agneaux puisse sauver l'espèce pour qu'elle progresse dans l'univers céleste. En fait, j'ai annoncé plusieurs mois avant la naissance de Dolly. D'accord. Parce que j'avais écrit qu'un seul pouvait sauver l'espèce. Vous voyez? Donc il y a eu plein d'événements de ce genre. Je me suis fait mal aussi, mon héros s'est fait mal, enfin avant moi. J'ai trouvé une colombe dans mon jardin alors que j'en avais jamais vu. Et j'ai pu la sauver et la mettre dans une volière. Et c'est les moments où Noé lâche une colombe qui revient avec un rameau d'olivier. Alors il y en a eu plein comme ça. Par exemple, j'écoute la radio et j'entends qu'il y a eu une fusion entre Mercedes et Chrysler. J'aurais pu jouer en bourse. Noé, c'est le symbole Mercedes, triangle, 3 lettres NOE. Triangle point en bas, c'est le symbole de l'eau. Et mon héros, comme par hasard, c'est le pentagramme, 5 lettres. Et on retombe sur le symbole de Chrysler. Voilà. Donc il y a eu tout un concours de circonstances et qui était lié à la météo. C'est-à-dire que là, il y a eu des incendies dans l'Aude qui ont été dramatiques. En plus, mon métier universitaire, c'est chargé de la sécurité de l'environnement. Donc je suis quand même sensible à ce qui s'est passé dans l'Aude. Mais ça a été très rapide et fulgurant. Mais on aurait pu intervenir d'une façon, on va dire, paranormale, entre guillemets, pour essayer d'arranger les choses. Mais bon, je ne garantis rien. Sur une conclusion, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? En conclusion, je dirais qu'il faut continuer le chemin. Chacun doit continuer son chemin. Lorsque je rencontre mes amis de Rennes-le-Château, du Razès, j'essaie tous de les encourager sur ce qu'ils font. Et moi, j'essaie de continuer aussi à ma façon. Bon, ce qui serait bien, j'en avais parlé à Johan, j'en avais parlé de la Gazette de Rennes-le-Château. De la Gazette de Rennes-le-Château. On le salue. Voilà. À Christian Doumer, etc. C'était de faire un lien, officiellement, de faire un lien ésotérique entre nos deux régions. Vous savez, les jumelages. Oui, un jumelage, oui. Un jumelage, comme le font les communes. Oui. De faire un jumelage ésotérique entre nos deux régions. Sachant que lorsque j'ai réalisé des conférences, j'ai pas mal d'amis de l'Aude qui sont venus dans le Var. Eh oui. Et qui ont apprécié aussi ce que nous faisions dans le Var. Donc il faut continuer, hein. Il faut y aller. Et on rappelle que donc, le Var, le miroir de l'Aude, ça sera le mot de la fin. Merci Rida. Merci beaucoup. Merci à toi.